Je vous en prie. Ça éclaire un peu comment Erdogan est en train de casser la Turquie, de casser son pays. Non seulement en ne respectant pas ses engagements vis-à-vis des Kurdes, mais en adoptant une position injuste vis-à-vis de l'autre grande minorité, forte minorité de son pays, qui sont les Alévis. Alors, le Dersim, maintenant, ne s'appelle plus Dersim. Il s'appelle, je crois, Tancheli, quelque chose comme ça, dans ce goût-là. Moi, j'ai gardé le nom de Dersim, je ne vous cache pas, parce que c'est le vrai nom. Je suis pas pour ces campagnes où on change les noms par turquisation, par arabisation, par je ne sais quoi. Voyez-vous? Donc, ce Dersim, on dit que c'est le nom kurde. En fait, que ce soit kurde, arménien ou persan, ces trois langues, comme tout le monde sait, permettez-moi aussi de parler au grand public, sont des langues indo-européennes et des langues sœurs. Entre le kurde, le farsi et l'arménien, il y a un lien de parenté. Par contre, le turc n'est pas une langue indo-européenne, c'est une langue ouralo-altaïque. Mais revenons à Dersim. Que signifie Dersim en arménien? Ça veut dire le monastère de Saint-Siméon. Et comme par hasard, vous voyez, les laïcs de Kemal Atatürk ont massacré les Kurdes de Dersim pour deux raisons. D'abord parce qu'ils étaient Kurdes et deuxièmement parce qu'ils étaient Alévis. Voyez-vous, il y avait deux choses qui ne plaisaient pas à ces laïcs. Et Erdogan a voulu même présenter des excuses pour Dersim. Mais en fait, en présentant des excuses, c'était encore une fois de s'opposer aux laïcs de Turquie. C'est-à-dire, c'est vous les laïcs qui avez massacré. Mais puisqu'il est si prêt à reconnaître les génocides, pourquoi il ne reconnaîtrait pas donc le génocide arménien? Pourquoi il ne reconnaîtrait pas le génocide des Achouri, tous ces chrétiens de l'Est, du lac de Van? Vous voyez, on voit là que c'est un politicard de baron, parce qu'il n'y a aucune éthique. D'ailleurs, les députés de Dersim lui ont répondu que ces déplacements de population kurde, et c'est pas son parti aujourd'hui qui prend le parti des Alévis, les défend et leur donne leurs droits. Parce que jusqu'à maintenant, Erdogan se refuse à reconnaître les lieux de culte des Alévis turcs comme lieux de culte religieux. Et la religion alévi, entre guillemets, la confession, le rite, n'est pas reconnue par le parti d'Erdogan comme une religion officielle. Tous ces gens-là, on leur nie leur identité religieuse et on veut absolument dire qu'ils sont tous sunnites hanefis, comme soi-disant la majorité de la Turquie. Et là, permettez-moi de dire que des gens très proches du parti du PKK, en 1993, se sont attaqués à une fête à Lévis, c'est connu, dans l'hôtel de Madimak, et ils ont brûlé vif une quarantaine d'intellectuels à Lévis qui se réunissaient dans cet hôtel-là. Voyez-vous? Autre chose, même en 1978, en 80, en 95, à Malatya, à d'autres lieux de Turquie, il y a eu des pogroms d'Alévis. Donc, il est temps que les Alévis de Turquie, qui ont commencé à hausser le ton vis-à-vis d'Erdogan, d'exiger une reconnaissance comme citoyen
de premier rang comme tous les citoyens turcs. Ce n'est pas l'ethnie turque, vous voyez, ouralo-altaïque, ou la langue qui peut servir comme critère. Parce que là, on s'en sert pour la ségrégation. Et cela, c'est impossible dans une république. Encore une fois, comment voulez-vous que l'Europe accepte un pays qui fait de la ségrégation et confessionnelle, et ethnique, et linguistique, et culturelle, et ce n'est pas uniquement dans ses frontières, à l'intérieur de ses frontières, mais dans les pays voisins. Et ce Dersim, le monastère de Saint-Siméon, rappelle le grand monastère près d'Alep de Saint-Siméon, le Stylite, qui est un chef-d'œuvre de l'art universel, de l'humanité, que l'impératrice byzantine avait fait construire pour ce moine qui a vécu toute sa vie sur une colonne. Et qu'a fait An-Nusra? Qu'ont fait les djihadistes? Le Dersim'an a subi le même sort que Dersim. Les djihadistes ont fait sauter aux explosifs tout le site, la vieille église, un petit bijou, chef-d'œuvre de l'art chrétien primitif que conserve la Syrie dans sa totalité confessionnelle. Vous voyez? Donc, dans cette guerre où Erdogan a essayé de massacrer les Alaouis de Syrie, en fait, il ne fait que rendre plus entêtés les Alévis de Turquie. Et je crois que Dersim, ce nom symbolique, ce sont les Kurdes Alévis, les Kurdes proches du chiisme. Ces gens-là ont un rôle encore plus important dans la mesure où ils peuvent réunir le Kurdistan turc à la partie Alévi en Turquie. Et là, parmi ces gens-là, justement, on trouve les gens les plus laïques, mais pas les laïques à la Kemal Atatürk qui a bombardé par sa fille adoptive, par aviation, Dersim, et a causé la mort de 80 000 Kurdes à Lévis et a déporté près de 200 000, voyez-vous. Et ça, on n'en parle pas de cette tragédie de Dersim. Je crois que les Européens devraient réfléchir longtemps avant d'accepter la Turquie en Europe. Monsieur Tahan, merci beaucoup. Votre analyse était complète sur cette question des Alavites, Syriens et également Kurdes. Monsieur Tahan, c'est ma dernière question. Vous voudriez revenir également sur les récentes déclarations du président Assad. Oui, c'est vrai. Alors, le président Assad a fait une déclaration très importante en disant que c'était le peuple syrien qui pouvait trancher cette guerre de Syrie. C'est-à-dire que l'armée fait de son mieux, mais avec le succès des comités populaires, c'est un appel à agrandir cette armée parallèle qui est l'armée du peuple et qui se bat, voyez-vous. Et je crois que dans cette déclaration, le président Assad bénit toutes les forces, même qui viennent hors de Syrie, qui se fondent avec ces comités populaires pour chasser ces mercenaires islamistes. Et je crois que c'est une analyse très pertinente de la situation de guerre de ville. C'est vrai que jour après jour, le peuple syrien s'arme et c'est lui-même qui délivrera ces grandes villes. Parce qu'il est très difficile pour une armée régulière d'essayer, si vous voulez, d'investir une ville de 4 millions d'habitants, comme Alep. Mais là, si il y a des quartiers à Alep qui ne sont pas encore tombés, c'est justement parce que leurs habitants se sont armés et continuent la guerre.
Et ça, je crois qu'il faut interpréter ça d'une manière positive. Et non comme certains se sont plus à dire, vous voyez, Bachar el-Assad démissionne, son armée est faible, pas du tout. Je crois que ce sont de mauvais analystes des guerres de ville. Et là, je crois que Bachar el-Assad a été très franc. Moi, j'admire beaucoup sa franchise. Il parle, et dans sa façon de parler, dans ses intonations, on reconnaît un peu Nasser avec la nationalisation du canal. Ce grand amour qu'avait Nasser et qu'il savait exprimer à son peuple. Et c'est le cas pour Bachar el-Assad. Vous voyez, il en est de même pour quand il s'est adressé à l'armée. Et on voit bien qu'il est bien descendu dans la rue. Et puis, permettez-moi aussi de dire là, toute cette comédie qui consistait hier à dire que son convoi en allant à la mosquée avait été bombardé. Et là, vraiment, la chaîne Al-Arabiya et la chaîne Al Jazeera se sont ridiculisées en lançant cette fausse humeur. Et le plus ridicule, c'était Al Jazeera qui avait choisi, soi-disant, un psychologue pour analyser sémiotiquement l'attitude d'Assad pour montrer qu'il avait peur, enfin du n'importe quoi. C'est à mourir de rire. Al Jazeera ne sait plus comment cacher ses mensonges, comment cacher cette partialité dans cette guerre de Syrie. Je crois que de plus en plus, l'Arabie saoudite et le Qatar ont peur du retour. Et ça explique, si vous voulez, permettez-moi de boucler la boucle, ce voyage de Bandar en Russie, hein, en pleurant, en embrassant, comme on dit, les pieds des Russes, que on vous donne ce que vous voulez. Vous voulez, il leur a proposé des contrats de 20 milliards d'achats d'armement, tout ça pour qu'ils laissent à ça. Mais vous savez, l'honneur d'un grand pays n'a pas